Une équipe d'archéologues chinois découvre des momies vieilles de 4000 ans dans le désert du Taklamakan, situé dans le bassin du Tarim, dans la partie la plus occidentale de la Chine. Leurs dépouilles, parfaitement conservées par la sécheresse de l'air, étonnent les scientifiques qui découvrent les visages de ces corps desséchés avec stupéfaction. Le nez est droit, les yeux ne sont pas bridés, les cheveux sont bruns, blonds et roux. Ils portent des habits celtiques semblables à ceux que l'on retrouva en Autriche ou en Italie. De plus, les études génétiques permirent d'affirmer qu'il s'agissait d'hommes et de femmes européens. Les séquences d'ADN prélevées sur les corps montrent en effet que les momies sont d'ascendance europoïde. Les datations de ces dernières décennies ont montré que les plus anciennes datent de 1800 voire 2000 ans avant Jésus-Christ. Cette ancienneté, en plus du caractère européen de la culture et de l'apparence physique des momies les mieux conservées, a suscité un certain intérêt tant des médias que des chercheurs. Pourtant, certains érudits du XIXe siècle, antérieurs à ces découvertes récentes, affirmèrent déjà 2 siècles plus tôt l'existence de peuplades blanches qui migrèrent vers la Chine et apportèrent un grand nombre de savoirs tels que l'usage du char de guerre et du cheval, l'élevage, le blé et la métallurgie du bronze. En effet, dans le livre 3e de son fameux essai sur l'inégalité des races humaines publié au XIXe siècle, Arthur de Gobineau décrivait les flux migratoires des peuples indo-européens en Orient et relevait que, vers l'année 177 avant Jésus-Christ, on rencontrait de nombreuses nations blanches à cheveux clairs ou roux et aux yeux bleus, installées sur les frontières occidentales de la Chine. Ces informations, précieuses, ont été écrites par les scribes chinois à différentes époques, par exemple dans le tract philosophique de Guanzi au 7e siècle avant Jésus-Christ, où est décrit le peuple europoïde des Yuezhi qui fournit du jade aux Chinois. Également au 1er siècle avant Jésus-Christ, Sima Qian, largement considérée comme la fondatrice de l'historiographie chinoise, décrit comment la dynastie Qin acheta du jade et des chevaux de guerre très appréciés à un peuple que Sima Qian appelait les Yuezhi, véritable pivot dans le commerce sur la route de la soie, qui, au 3e siècle avant Jésus-Christ, a commencé à relier les États chinois à l'Asie centrale et finalement au Moyen-Orient, à la Méditerranée et à l'Europe. Gobineau citait 5 nations aryennes étendues sur l'Asie centrale, une partie de la Chine et débordant sur l'Inde et l'Iran. Il tirait ces informations des études de Ritter, Erdkunde Asien et de von Humboldt, Asie centrale. Tous deux se basaient sur les annales chinoises de la dynastie Han, dont les premiers souverains ont commencé de leur règne en 206 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous savons que dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, les documents historiques de la Chine évoquaient des peuples aux cheveux clairs, de mentalité guerrière, habitant sur les confins du territoire, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Turkestan chinois ou le Xinjiang. Selon Gobineau, ces faits attestaient de la puissance expansive et implicitement civilisatrice des populations blanches sur l'Asie et la Chine. Évidemment, dans notre société actuelle, une telle interprétation voudra d'être ostracisée de la plupart des cercles de recherche car jugée trop unilatérale. Cependant, les découvertes récentes soutiennent cette thèse sans que personne n'ose l'exprimer. En effet, le rôle des migrations indo-européennes, anciennement appelées aryennes, sont essentiels dans la compréhension de la propagation des technologies, des savoirs et des spiritualités à travers le continent eurasien et africain. Dans un premier temps, nous avons aujourd'hui la certitude de la présence des peuples blancs en Asie grâce aux tests ADN. Les momies du Tarim sont à ce jour les plus anciennes momies europoïdes découvertes en Asie centrale. Elles semblent venir d'oasis occupées par des communautés agricoles et non par des nomades. L'agriculture pratiquée inclut l'élevage du mouton, de la chèvre ainsi que la culture de l'orge, du millet et du blé directement en provenance de l'ouest eurasien. On trouve aussi des traces de chevaux et de chiens. La cueillette de plantes médicinales était également connue. D'après une étude publiée en 2014 par une équipe germano-chinoise, les boulettes déposées en offrande sur certaines momies de la nécropole d'Ordek sont du fromage de kéfir et seraient à ce titre le plus ancien fromage, vieux de 3500 ans. On a aussi retrouvé dans les tombes les plus anciennes traces de bronze, datant du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ.
c'est-à-dire quand cette métallurgie n'était pas encore connue en Chine. Il est donc plus que probable que cette technologie du bronze soit arrivée en Chine grâce à ces groupes de migrants aryens venus depuis l'Ouest. De plus, l'anthropologue Irene Good, spécialiste des textiles anciens de l'Eurasie, a noté que le modèle de tissage en sergé diagonale indiquait l'utilisation d'un métier à tisser et était donc assez sophistiqué pour l'époque. Le textile du Tarim retrouvé est, selon elle, l'exemple le plus connu à l'Est de ce type de technique de tissage. La ressemblance des techniques de tissage est tenue par la quasi-totalité des chercheurs pour un héritage ancien venant d'Europe au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il en va de même pour les techniques de production des fibres textiles qui allaient jusqu'à la maîtrise du cachemire, une fibre textile particulièrement fine. Ainsi, Irene Good de l'Université de Pennsylvanie et Elizabeth Barbier de l'Occidental College ont examiné des échantillons de textiles et indiquent un degré élevé de compétence dans le tri et la filature de fibres. Selon elles, la présence de cachemire montre un élevage très sophistiqué de chèvres utilisées pour leur toison. Outre leur apparentement vers le passé indo-européen, les vêtements confirment également l'hypothèse d'une parenté entre le peuple des momies et leurs successeurs tokariens du 1er millénaire après Jésus-Christ. En effet, les vêtements des momies rappellent ceux des princes Ani et Kushi figurés dans les grottes bouddhistes de Kizil quelques siècles plus tard. Notons également l'apparence européenne des princes bouddhistes. Les populations indo-européennes d'Asie centrale en général et du Tarim en particulier sont assez bien connues par diverses traces archéologiques ou textuelles. D'une part, les textes chinois anciens du 1er millénaire après Jésus-Christ décrivent pour la région des populations de grande taille avec des yeux bleus ou verts, des nez longs, des barbes et des cheveux roux ou blonds. Parallèlement aux textes chinois, les habitants du Tarim du 1er millénaire ont accédé à l'écriture, laissant des témoignages précieux sur leur langue, un rameau de l'indo-européen. Ces témoignages proviennent des Tokariens, un peuple de race blanche d'Asie centrale qui a également habité le bassin du Tarim et a disparu il y a environ un millénaire. On pense de ce fait qu'ils descendent des momies que l'on trouva dans le désert. Ce peuple a laissé des textes écrits relativement nombreux. Les langues tokariennes donnent quelques indications sur le passé de ce peuple. L'originalité linguistique des Tokariens tend à montrer l'ancienneté de leur migration vers l'Est, ce qui renforce l'hypothèse d'une installation ancienne dans le bassin du Tarim. Si cette hypothèse est juste, la langue du peuple des momies serait bien une forme de tokarien ancien. Le tokarien se présentait sous deux formes légèrement différentes l'une de l'autre, qui révélaient diverses caractéristiques grammaticales les liant au groupe indo-européen. Notons le fait que les ressemblances les plus frappantes liaient cette langue au celtique et au germanique, plutôt qu'au groupe plus proche de l'iranien et des autres langues aryennes d'Asie. À titre d'exemple, nous comparerons quelques mots fondamentaux que l'on retrouve respectivement en latin, en irlandais ancien et en tokarien. Père se dit pater, attir et passer, mère se dit mater, matir et masseur. À titre de curiosité, signalons une autre correspondance, le nombre 3 se dit tres en latin, tri en irlandais ancien et trait en tokarien. Les affinités sont donc plus qu'évidentes. Les documents remontent au 7e et 8e siècle après Jésus-Christ et comprennent des correspondances et des comptes rendus émanant de monastères. On retrouve deux versions de la langue tokarienne. La première, nommée le tokarien A, se retrouve également dans des textes découverts dans les cités de Karachar et de Tourfan, ce qui a amené certains savants à l'appeler le tourfanien. L'autre version, appelée tokarien B, se retrouve dans de nombreux documents et textes trouvés à Koucha et donc baptisé couchéen. La population se concentrait dans les oasis du nord du bassin du Tarim. On y trouve aujourd'hui, d'est en est, les villes de Hami, de Tourfan, de Karachar, de Koutcha, d'Akskou et de Kashgar. Toutes correspondent à d'anciens royaumes, sous domination europoïde. Cependant, il n'y a presque jamais eu d'État unifié dans cette région à cause de sa grande étendue et de la difficulté de voyager d'une oasis à une autre. Des royaumes étaient présents du sud du bassin également, mais au cours du 1er millénaire ont périclité, victimes de l'avancée du désert. La route de la soie passait par le bassin du Tarim. Il est certain que les Tokariens ont tiré des bénéfices du commerce qui se déroulait, mais jouissaient aussi de la générosité de leurs terres, grâce à des méthodes agricoles supérieures. Au sujet du royaume de Koutcha, le célèbre moine chinois Xuanzang, parti en Inde durant l'été 629, a écrit «
Le sol est favorable aux millet rouges et au froment, il produit en outre du riz, des raisins, des grenades et une grande quantité de poires, de prunes, de pêches et d'amandes. On y trouve des mines d'or, de cuivre, de fer, de plomb et d'étain. Au sud de Karachar, il y avait des mines d'argent dont on se servait pour la fabrication des monnaies. Peu après l'an 400, un autre voyageur chinois, Tsi Meng, a raconté que dans la ville de Kucha, il y a de hautes tours et des pavillons à plusieurs étages, ils sont décorés d'or et d'argent. Les Chinois étaient éblouis par la magnificence du palais royal dont les salles étaient grandes et imposantes, enrichies de langan d'or et de jade. Le langan serait une variété de jade rouge que les populations du bassin du Tarim livraient aux Chinois dès l'Antiquité. Les éléments décoratifs trouvés sur les bâtisses semblent d'ailleurs plutôt d'inspiration européenne. De toutes ces resplendissantes cités, il ne reste absolument rien. Bien plus que le déclin de la route de la soie, c'est l'épuisement des ressources naturelles qui a entraîné le déclin du bassin du Tarim. Mais parmi les populations blanches d'Asie, il n'y a pas que les Tochariens, puisque si les momies du Tarim sont les ancêtres des Tochariens, ces derniers donnèrent lieu à des branches de peuplades blanches dont figurent les Yézis et les Wunzun, les Scythes et les Sas. Tous ces peuples formèrent des royaumes et contribuèrent à la création de la route de la soie. En effet, les historiens chinois et français, tels que Jean-Paul Roux, voient dans les Tochariens les ancêtres des cavaliers archers Yézis qui vont migrer vers la Transoxiane, la Bactriane, puis le nord de l'Asie du Sud, où ils jouent un rôle dans la formation de l'Empire couchant, environ du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. Les Yézis sont, selon la plupart des historiens, des Indo-Européens, probablement le peuple le plus oriental de ceux qui occupent les steppes, écrit Jean-Paul Roux en 1997. Les Yuezhi se divisèrent en deux groupes, migrant dans des directions différentes, le Grand Yuezhi et l'Essai Yuezhi. Le Grand Yuezhi a d'abord migré vers le nord-ouest dans la vallée d'Ili, aux frontières modernes de la Chine et du Kazakhstan, où il aurait déplacé des tribus Sas. Ils ont ensuite été chassés de la vallée d'Ili par les Wunzun et ont migré vers le sud, vers Sajia, et se sont installés plus tard en Bactriane. Le Grand Yuezhi a par conséquent souvent été identifié avec des peuples mentionnés dans les sources européennes classiques comme ayant envahi le royaume gréco-bactrien. De plus, vous observerez que l'ensemble des peuples cités précédemment sont tous des peuples d'origine europoïde, ce qui prouve leur domination sur ces régions, autant que l'existence de tensions entre ces dernières. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'une des 5 principales tribus du Grand Yuezhi de Bactriane, les Kushana, commence à subsumer les autres tribus et les peuples voisins. L'empire couchant suivant, à son apogée au 3e siècle après Jésus-Christ, s'étendait de Tourfan dans le bassin de Tarim, au nord de Pataliputra, dans la plaine ganguétique de l'Inde au sud. Les Kushana ont joué un rôle important dans le développement du commerce sur la route de la soie et l'introduction du bouddhisme en Chine. Cet empire, créé par l'une des 5 tribus Yuezhi, reconnaîtra l'importance de l'unification pour faire face aux diverses invasions venant de l'est ou de l'ouest. Leurs principaux dirigeants descendaient des Yuezhi et donc des Tochariens. Le phénotype européen est d'ailleurs nettement visible sur l'art couchéen. Le petit Yuezhi a migré vers le sud, jusqu'au bord du plateau tibétain. Certains se seraient installés par la suite, jusque dans la Chine profonde. D'autres auraient fondé la cité de Kumada, maintenant connue sous le nom de Kumul et Ami, dans l'est du Tarim. Un 4e groupe de petits Yuezhi peut faire partie du peuple Jidu Xiangxi qui a établi l'état de Zhao en 403 avant Jésus-Christ. Le peuple Wunzun, d'autres nomades d'Asie, est d'après Alain Benoît proche des Yézis et des Tochariens. Des preuves archéologiques et des textes montrent que les Wunzun sont indo-européens. Au 7e siècle, Yan Shigu, historien et linguiste, les décrit comme de type européen, ce qui l'amène à avoir en eux des descendants de Tochariens également. Les Chinois, sous la dynastie des Han, ont cherché à créer une alliance avec les Wunzun dirigée contre Xiongnu, les Huns. Il s'agit de se défendre face aux invasions venant du nord de la Chine. En fait, l'ambassadeur chinois ira demander de l'aide à une multitude de royaumes europoïdes, pas seulement les Wunzun.
Au cours de son voyage, il reçut de la part d'un royaume descendant des Grecs, les Daouins, des chevaux, d'une race supérieure à celle connue dans l'empire des Han. L'empereur Wudi reçoit les rapports de Tsang, son ambassadeur, concernant ces grands et puissants chevaux de Ferghana, qui sont alors connus sous le nom de chevaux célestes. Ces chevaux lui seront par la suite d'une grande importance dans sa lutte contre les Huns. Leur importance est telle que, lorsque les Dahuins refuseront de fournir de nouveaux chevaux à l'Empire Han, cela s'achèvera par une guerre entre Asiatiques impériaux et artisans aryens. Cette guerre, d'abord victorieuse pour les Blancs lors de la première expédition en 104 avant Jésus-Christ, se soldera par un échec sous la deuxième expédition en 102 avant Jésus-Christ, sous la supériorité numérique de l'armée chinoise. La culture de la vigne, où les populations hellénisées des doyens excellaient en raison de leur amour du vin, ainsi que celle de la luzerne, nourriture principale des chevaux célestes, furent ramenées à l'empereur comme butin de guerre et introduites en Chine à la suite de ce conflit. Des archives chinoises mentionnent également des marchands aux yeux bleus et à la barbe rousse tels que les Sojiens. Venant de la grande vague des invasions européennes, ils se fixèrent très vite dans les riches oasis et dans les vallées des fleuves qu'entourent déserts et steppes, ainsi que hautes montagnes, pour en faire la Sojian. Devenus agriculteurs, ils acquièrent la maîtrise des travaux d'irrigation et ne tardent pas à édifier des villes, au moins depuis le 6e siècle avant notre ère, peut-être plus tôt. L'une d'elles, parmi les plus anciennes, Maracanda, admirablement située au carrefour des voies internationales, fait figure de centre économique et culturel pour toute la province. Selon Alexandre le Grand, les Sojiens étaient de très bons guerriers. De plus, les informateurs chinois et musulmans confirmant ces faits rajoutent qu'ils étaient tous amateurs de vin, de banquets, de danse, de chants, de conversations galantes. Les femmes parées de somptueux bijoux, bracelets, colliers, diadèmes incrustés de pierres précieuses, dont émane une noblesse naturelle qu'exprime la pureté du visage. Si jusque maintenant nous avons traité des peuples européens les plus connus à ce jour, nous pouvons nous intéresser sur leur rôle et leur influence dans ces régions tant religieuses, technologiques que politiques. Le livre de Han présente deux versions de la façon dont le bouddhisme est entré dans la Chine des Han, la voie maritime ou terrestre par la route de la soie. L'hypothèse de la route maritime développée par Paul Pelliot veut faire croire que cette religion s'est installée en premier dans le sud de la Chine. L'hypothèse par voie terrestre de Tang Yongtang, président de l'université de Pékin, constate que le bouddhisme est diffusé vers l'est par les Yuezhi, descendants des Tokariens, et initialement pratiqué dans l'ouest de la Chine, comme en témoigne à Luoyang, province du Henan, le premier temple bouddhiste de Chine créé par l'empereur Mingdi en l'an 68. L'historien Rong Xingchang réexamine les hypothèses terrestres et maritimes à travers un examen pluridisciplinaire de découvertes et des recherches récentes, y compris les textes bouddhistes du Gandhara, et conclut: le point de vue que le bouddhisme a été transmis à la Chine par voie maritime n'est pas relativement convaincant. Certains documents et arguments ne sont pas suffisants ni rigoureux. La théorie la plus plausible est que le bouddhisme a commencé à partir du grand nord-ouest de l'Inde, Yuezhi, aujourd'hui l'Afghanistan et le Pakistan, et a pris les routes terrestres pour atteindre la Chine des Han. D'autres spécialistes parlent de la propagation du bouddhisme en Chine et de cette partie du monde par les élites aryennes Kushan. Ces migrations et installations de peuples indo-européens en Asie ont également résulté à l'expansion de technologies majeures auprès des populations asiatiques autochtones. Par exemple, Spengler souligne l'importance capitale de l'introduction du char de guerre indo-européen dans l'évolution de la société chinoise au temps de la dynastie Chu de 1111 à 268 avant Jésus-Christ. D'autres auteurs, comme Hans Günther, ou plus contemporains comme Pavel Tarasov, attribuèrent à cette pénétration de peuples indo-européens l'introduction de l'agriculture et de l'élevage parmi les tribus nomades d'Asie centrale, puis de la Chine, vers la moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. De même, l'introduction du bronze en Chine semble elle aussi remonter aux invasions indo-européennes. Par ailleurs, les sinologues actuels reconnaissent tous l'extrême importance du travail et du commerce du bronze dans le développement de la société en Chine antique. La même importance est attribuée aujourd'hui par de plus nombreux sinologues à l'introduction de certaines techniques agricoles et du char hypotracté.
Les études de Günther sur le parallélisme entre la présence de peuples aux cheveux clairs et la diffusion de la culture indo-européenne en Asie ont d'abord été diabolisées et ostracisées, mais aujourd'hui, au regard des apports nouveaux de l'archéologie, elles méritent une attention nouvelle, du moins pour les éléments de ces études, qui demeurent valables. Car il reste encore beaucoup à faire. Récemment, des études linguistiques démontrent une influence indo-européenne sur la civilisation chinoise, ces derniers ayant emprunté du vocabulaire au peuple indo-européen. Les principaux concernés sont les Iraniens et les Tochariens. Il serait également intéressant de développer les travaux effectués sur l'étude des premières dynasties chinoises qui semblent, selon certains, tels que Hubert Schmidt ou le chercheur espagnol Pedro Bosch Gimpera, d'origine tocharienne. Cependant, les sources dont on dispose sont souvent postérieures aux époques concernées et il est difficile de séparer mythologie dynastique de réelle famille. En effet, en 1924, Hubert Schmidt affirme que les plus anciennes cultures chinoises sont d'origine indo-européenne. En 1926, Franck identifie les Tochariens aux fondateurs de la première dynastie chinoise, la dynastie Xia, de 2070 à 1600 avant Jésus-Christ. Il met l'accent sur le rôle des tribus Taïa qu'il identifie avec les Tochariens car possédant un mode de vie agricole et une structure sociale de type patriarcal, à la différence des peuples voisins. Leur céramique ressemble d'ailleurs à celle de la culture rubanée qu'on trouve en Europe. Aujourd'hui, l'existence de cette dynastie est confirmée par l'État chinois. De plus, même si tout ce que l'on raconterait au sujet des membres de cette famille, dont le premier monarque reconnu est Yu le Grand et ses proches successeurs est romancé, les mythes ont très probablement dû être rattachés à une dynastie historique. Aujourd'hui, la plupart des archéologues chinois travaillant toujours à partir des anciennes traditions textuelles voient en la culture d'Erlitou, qui s'étale de 1900 à 1500 ans avant Jésus-Christ, un vestige de la dynastie Xia. Affaire à suivre donc. De plus, il est également à noter que les écrits relatant de certains héros ou dieux au rôle solaire, guerrier ou civilisateur tels que l'Empereur Jaune rappellent celui du dieu du tonnerre, des Tochariens, qui évoque lui-même celui d'autres divinités indo-européennes tels que le dieu germanique Wotan ou le dieu grec Apollon, ainsi que le dieu celtique Lugh. En conclusion, l'ampleur, la solidité et la cohérence des données obtenues contribuent à confirmer les intuitions de tous les auteurs, longtemps ignorés, qui ont avancé l'hypothèse d'une contribution extérieure à la formation de la civilisation chinoise et de la plupart des régions orientales, jusque dans l'Extrême-Orient. Cette contribution, qui provient de tribus aryennes ou proto-iraniennes selon la terminologie de Colin McEvedy, comme semble l'attester l'ensemble des découvertes effectuées, permettent d'affirmer que, à juste titre, le rôle culturel, linguistique et technologique des nomades antiques venus d'Europe sur l'Est eurasien est indispensable dans la compréhension de l'évolution de l'histoire humaine. Cependant, reste à savoir quelles sont les causes de la disparition de ces populations blanches qui s'installèrent en Asie pour fonder royaumes et cités. En effet, à partir d'une époque donnée, les écrits, les pièces de monnaie et les sculptures relatant de type europoïde se raréfient à mesure que les siècles passent, soit en disparaissant, soit en se concentrant dans certaines élites. L'étude de Chun Xian Li, publiée en 2010, à laquelle a participé Victor Maire, confirme l'apparition d'un métissage progressif des populations d'Asie centrale. Victor Maire affirme que si les premières momies du bassin du Tarim sont exclusivement européides, des migrants asiatiques arriveront dans la partie orientale du bassin environ 1000 ans après l'installation des Aryens dans la région, soit en l'an -1000. D'ailleurs, en comparant l'ADN des momies à celle des Ouïghours, soit des populations qui peuplent actuellement la région, qui se sont installées au 9e siècle après Jésus-Christ en y remplaçant les Tochariens europoïdes, l'équipe de Maire a retrouvé quelques similitudes génétiques avec les momies, mais pas de lien direct, ce qui montre qu'entre-temps sont apparus des gènes asiatiques. Autrement dit, l'hypothèse de la transformation culturelle est écartée, reste l'émigration ou le génocide. Cette trouvaille était confirmée par l'équipe de Laluza Fox qui conclut très discrètement que l'héritage génétique du mouvement vers l'est de la préhistoire européenne a été effacé par des expansions asiatiques ultérieures
et n'a donc apporté presque aucune contribution génétique aux actuels asiatiques. Une telle extinction peut être liée à des processus démographiques qui ont également entraîné la disparition de la langue tokarienne. Une autre étude très récente de 2013 affirme que dans la steppe du Kazakhstan, tous les échantillons antérieurs au XIIIe et VIIe siècle avant Jésus-Christ appartiennent à des lignées européennes. De plus, on note après l'âge du bronze l'arrivée des séquences asiatiques qui coexistent avec le précédent substrat génétique d'Eurasie occidentale. Ainsi, jusqu'en Chine occidentale, les Europoïdes furent victimes de leurs gènes récessifs face à des populations asiatiques génétiquement dominantes. Si certains royaumes furent plus longtemps préservés de ces altérations biologiques grâce à leur rang social ou à des normes communautaires plus strictes, telles que les couchants, ce processus s'étendit sur l'ensemble de l'Asie durant des siècles. Ajoutons à cela les guerres entre peuples europoïdes tels que les Yunzun et les Yuezhi, ainsi que les guerres interraciales telles que celles entre les Daiyuan blancs et l'Empire chinois, les Xinyu et les Yuezhi, ou encore les Tokariens contre les ancêtres ouïghours, et vous menacez fortement l'équilibre génétique de ces régions qui basculent vers une raréfaction des blancs. Fondamentale, la victoire des Han Xinyu sur les Yezhi, qui résulte de luttes incessantes entre guerriers europoïdes et asiatiques, marque le début du recul des peuples indo-européens face aux peuples turco-mongols originaires de Sibérie. Ainsi, après la disparition des Européens, la plupart des empires d'Asie centrale déclineront, permettant dans un premier temps l'émergence de l'empire sassanide perse, puis dans un deuxième temps la conquête du territoire par les arabo-musulmans. En effet, après la mort de Vasudeva I en 225, l'empire couchant s'est divisé en deux moitiés, ouest et est. Les couchants occidentaux ont été ensuite subjugués par l'empire persan sassanide. Les sassaniens remplaceront aussitôt la dynastie occidentale par des vassaux persans. Si l'empire sassanide représentait encore un état sous domination indo-européenne, ce dernier s'écroulera sous la conquête arabe en l'an 651. Les musulmans qui refusent de laisser place à une quelconque forme d'assimilation culturelle qui pourrait les affaiblir prohibent non seulement les mariages interethniques, mais aussi la lecture ou la contemplation d'œuvres littéraires et artistiques iraniennes appartenant au monde arien. L'islam allait marquer profondément les peuples sédentaires de l'Asie centrale qui se convertissent progressivement jusqu'à ce que, exactement un siècle plus tard, en 751, sur le point le plus occidental de l'extension de l'Empire chinois et le point le plus oriental de l'avancée des troupes musulmanes, se déroule la bataille de Talas, qui marque la fin de l'expansion vers l'ouest de la dynastie Tang, mais également de l'expansion musulmane vers l'est. De ce fait, nous sommes déjà loin, très loin même, de nos Tokariens et autres tribus ou royaumes europoïdes qui étaient présents en Asie centrale des siècles plus tôt. Il faudra attendre encore quelques siècles pour voir dans cette région du monde réapparaître une influence, cette fois russe, sur ce vaste territoire. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, le but de cette vidéo a été de démontrer la complexité de la mobilité démographique sur les continents qui joua en défaveur, à mesure des guerres et des déplacements, des Européens ethniques sur cette région du monde. Mais également de souligner avant leur tragique disparition leur rôle civilisateur. Étouffés démographiquement au milieu d'éléments asiatiques puis sémites, on a en droit de comparer ces peuples tels des morceaux de quartz qui, entraînés par les courants, contiennent de l'or en elles et viennent de fort loin, puis s'altèrent et se perdent dans les eaux mouvementées des orages glaciaux.